Très bien, bienvenue à toutes et à tous pour ce cas d'école consacré à la question de la gestion écologique des espaces extérieurs en entreprise. Et donc sur ce challenge de cultiver la biodiversité en proximité. Nous avons 45 minutes ensemble, donc n'hésitez pas à vous rapprocher. Ce sera plus facile pour pouvoir échanger, poser des questions et rendre ces séquences la plus interactive possible. Donc, je me présente, Nicolas Bouesflug. Donc, je travaille à la direction d'animation de la transition écologique à Nantes Métropole. Et je remplace un peu au pied levé Sandra Mazel, qui travaille à Ecopole et qui malheureusement est atteinte du Covid. Voilà, qui s'excuse. Du coup, j'en profite également pour excuser cette table ronde, ce cas d'école 100% masculin. Ce n'était pas notre intention. Et donc, c'était bien Sandra Mazel qui était prévue à ma place. Donc, je vais essayer de la remplacer pour l'animation un peu au débeauté. Donc, nous accueillons sur ce cas d'école Guillaume Quillet. Bonjour. Vous êtes donc directeur de l'IPERU de la Chapelle-sur-Erdre. Bonjour. Bonjour, Tout à fait. bienvenue. Et deuxième témoignage pour lancer ce cas d'école, nous accueillons également Pierre Lavoie. Vous êtes accompagnateur et animateur de l'association IEPAD du Bois-Fleuri. Alors IEPAD pour Interentreprise du Parc d'activités durables du Bois-Fleuri à la Chevrolière, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. En fait, à la Chevrolière, on a un parc d'activités qui s'appelle le Parc d'activités Bois-Fleuri et les entreprises ont souhaité s'organiser autour d'une association pour traiter les questions de transition et donc je les accompagne sur ce sujet-là et j'anime cette association. Voilà. On va y venir très bientôt. Donc, avant de commencer, pour connaître un petit peu notre public, peut-être une première question, savoir quels sont ceux d'entre vous qui sont totalement novices ou relativement novices sur ce sujet. Si vous voulez bien lever la main, voilà, qu'on évalue à peu près. Oui, un petit quart des personnes. Du coup, quelles sont celles des personnes qui ont déjà des connaissances sur le sujet? D'accord, presque la moitié. Très bien. Quelles sont celles et ceux d'entre vous qui sont dirigeants, responsables ou salariés d'une entreprise? D'accord. Et est-ce qu'on a d'autres publics? Est-ce qu'on a des offreurs de services spécialisés sur cette thématique de gestion écologique des espaces extérieurs? Oui? Très bien. On vous donnera sans doute la parole au cours de, si vous le souhaitez bien sûr, hein, au cours de cette présentation. Et est-ce qu'on a des personnes issues du monde associatif? Deux. Voilà, très bien. Et puis dernier exemple, est-ce qu'on a des personnes issues du monde des collectivités territoriales, parapubliques? Oui? Quelques-unes aussi. Très bien. Et merci pour cette première introduction. Donc Sandra Mazel, je l'ai présentée tout à l'heure, qui travaille donc à Ecopole, centre permanent d'initiative pour l'environnement du pays de Nantes, et pour lesquels nous accueillons également le directeur Christophe Lachaise. On aura l'occasion, je pense aussi, d'y revenir en fin de cas d'école. L'objectif de la reconquête de la biodiversité, sans faire un discours catastrophiste, mais on est bien sur un enjeu de reconquête de la biodiversité. La question des menaces ou des extinctions de masse n'est pas un sujet nouveau, puisqu'on en est à la 6e extinction de masse à l'échelle de l'humanité. La nouveauté, c'est que c'est la première sur laquelle on a, comme pour la question du réchauffement climatique, un enjeu qu'on appelle anthropique, donc qui est directement lié aux activités humaines. Donc ici, sur cette diapo, Sandra nous avait représenté quelques éléments sur de pourcentage d'espèces menacées à l'échelle de la France, tout simplement pour introduire le sujet. Donc sur les espaces extérieurs d'entreprise, on a finalement un enjeu extrêmement intéressant, à la fois sur la participation, la contribution en tant que gisement de biodiversité locale,
On va y venir avec les exemples. Vous allez voir qu'on peut aller assez loin finalement dans cette reconquête de la biodiversité en proximité. Et puis on a également des enjeux sur l'adaptation au changement climatique, puisque ces espaces sont notamment des espaces intéressants, notamment en termes de rafraîchissement. Alors, sur le panel des actions, vous avez ici, alors c'est peut-être un peu petit, donc ça c'est issu d'un retour d'expérience, c'est Rico Industrie, donc c'est une illustration donc, mais issue d'une démarche réelle et existante. On est ici sur la question de l'enjeu qu'on va aborder sur la reconquête des espaces extérieurs directement aux abords de l'entreprise. Évidemment, les exemples que vous avez ici sont situés sur les abords. Vous avez les questions des vergers, vous avez la question de l'éco-pâturage. On va l'aborder avec l'exemple de La Chapelle-sur-Elle et de l'Hyper-U et La Chapelle-sur-Ère. L'exemple des haies fruitières, des mares, des nichoirs, prairies fleuries, etc. Donc là, vous avez ici sur cette diapo déjà un bel inventaire des possibilités de reconquête de biodiversité en grande proximité. Évidemment, on va le voir plus largement, et notamment à travers l'expérience à la Chevrolière, que ce contexte-là s'inscrit dans une démarche plus globale et plus largement de contribution sur la trame verte et la trame bleue. Donc on s'inscrit également évidemment dans un écosystème plus global. Alors, sans plus attendre, l'éco-pâturage, on l'a évoqué. Donc je vais passer la parole à Guillaume Quillet, donc, qui est directeur sur l'Hyper-U de La Chapelle-sur-Erdre. Alors, première question, d'où vous est venue cette idée d'installer de l'éco-pâturage sur votre entreprise ? Bon, eh bien, l'éco-pâturage, déjà, c'est pas quelque chose de nouveau. On a tous un petit peu connaissance. Moi, je viens de Carquefou, et à Carquefou, il y a déjà de l'éco-pâturage qui se faisait tout proche du Super U où j'y travaillais ultérieurement. Et quand je suis arrivé à La Chapelle-sur-Erdre, eh bien, on a repris ce magasin. Il y a tout un espace vert autour de ce magasin. Et il y avait un prestataire de service qui s'occupait de cet entretien. Et moi, tout de suite, j'ai trouvé ça très dangereux. C'est un talus, il y a une grosse pente. Donc, quand je voyais les personnes intervenir pour faire la tonte, eh bien, j'étais pas rassuré. Et puis c'est venu naturellement. Moi, je suis issu de la campagne. J'ai passé mon enfance dans les champs, près des vaches, près des moutons, près des animaux. Et du coup, c'était quelque chose d'assez naturel. Donc, j'ai contacté l'entreprise que je connaissais de Carquefou, qui a pris plaisir à collaborer avec nous pour entretenir ces nouveaux espaces. Est-ce que vous pouvez nous indiquer un petit peu, nous présenter votre site, le nombre de mètres carrés d'espaces verts qui entourent votre... Oui, alors les mètres carrés qui entourent le magasin, aujourd'hui, il y a 2500 mètres carrés de verdure, comme de prés, si on veut dire par là, qui sont entretenus aujourd'hui par des moutons. Et derrière le magasin, nous avons un autre talus avec des cailloux, c'est assez vallonné. Et là, on a pour projet le mois prochain d'y mettre des biquettes pour pouvoir entretenir ces espaces. Donc c'est plutôt une démarche qui a été très bien perçue de la mairie, de nos clients, de nos collaborateurs. Et puis c'est une satisfaction personnelle aussi de pouvoir participer à l'entretien de l'environnement autour du magasin sans pour autant passer des tondeuses, faire du bruit sonore pour nos voisins. Voilà. C'est une démarche assez récente. Oui, on a commencé au mois de juin. Au mois de juin, d'accord. Combien de temps ça a mis en fait pour cette mise en place La mise en place, ça a duré 3 jours. 3 jours pour faire les clôtures. Après, les animaux sont arrivés très rapidement et voilà, ça a mis 3 jours. Ouais. D'accord. Et du coup, on pourrait l'aborder aussi d'un point de vue financier. Est-ce que vous avez déjà un premier retour Alors, du point de vue financier, quand on est chef d'entreprise, c'est vrai qu'on voit tous les côtés. Donc, on voit l'aspect financier pour l'entreprise, l'aspect social pour nos collaborateurs, l'aspect environnemental. Donc, côté financier, c'est sûr que
on a divisé notre prestation d'entretien des espaces verts par 3. Ça nous coûte 3 fois moins cher aujourd'hui. Alors c'est une location, hein. Désolé, ce sont des animaux, mais c'est une prestation de service avec une location de moutons. Aujourd'hui, ça nous revient à peu près à 3 500 € par an. D'accord, Voilà. très bien. Et donc du coup, 3 fois moins cher qu'un prestataire de service de type paysagiste. Voilà. Et est-ce que vous avez été contacté par d'autres entreprises ou au sein de votre groupe? Est-ce que l'idée peut être amenée à Oui, faire des alors teams quand on fait partie de chez Système U, on se rassemble une fois par mois entre associés, hein, entre patrons de magasins. On échange sur nos démarches. Moi, j'ai évoqué cette démarche, justement, cette initiative qu'on a fait pour le magasin, qui a été très très bien perçue lors de nos regroupements. Et je pense que plusieurs associés, plusieurs patrons de magasins vont aller sur cette démarche. D'accord, très bien. Et pour terminer, avant de passer la parole à Pierre Lavoie et puis d'ouvrir aussi l'échange et de prendre vos questions, est-ce que vous auriez un conseil à donner à une entreprise qui souhaite se lancer sur l'éco-pâturage? Alors, je pense que ce soit à titre personnel, en nom propre ou au nom d'une entreprise, on a tous un rôle à jouer aussi là-dedans pour préserver nos terres. Que ce soit, alors, il y a l'aspect économique, ce que j'ai dit tout à l'heure, donc il ne faut pas hésiter, déjà c'est beaucoup moins cher, et puis c'est super sympa d'avoir des animaux autour de soi, c'est plutôt agréable, donc oui, il faut y aller, ouais, bien sûr. Très bien, et merci beaucoup. Du coup, je vais vous laisser nettoyer le petit micro et puis passer la parole à Pierre Lavoie. C'est vrai que pour travailler sur ce cas d'école, ce qu'on souhaitait aussi, c'était avoir un éclairage à la fois, je dirais, individuel, entre guillemets, ce que peut faire une entreprise, voilà, sur la gestion qu'elle a en propre de ses espaces extérieurs. Et puis on souhaitait aussi laisser la place à une démarche collective sur une zone d'activité. Alors, même question que tout à l'heure, est-ce que vous pouvez nous représenter la genèse du projet sur l'IEPAD de la Chevrolière? En fait, c'est parti très simplement d'une entreprise installée sur le parc d'activités qui s'appelle Armor et qui souhaitait travailler sur les enjeux liés à la biodiversité. Il se trouve qu'en parallèle, on a développé cette association qui regroupe toutes les entreprises du parc d'activités et ça nous a servi un peu de catalyseur pour accentuer notre impact sur la biodiversité, puisque quand on parle de biodiversité, plus on est sur un espace important, plus les effets vont être importants. La biodiversité ne connaît pas les propriétés privées, les zonages du PLU, ils se déplacent partout où ils peuvent, donc plus on parle d'espace important, mieux c'est pour nous. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous situer, nous présenter le site d'un point de vue oui, alors c'est un parc d'activité des années 70, donc on peut l'imaginer avec des grandes clôtures, tout est en gestion d'eau enfouie. On est en limite de la commune, très proche du bourg, et en même temps sur un milieu assez rural, puisqu'on est entouré de champs. Alors ça, c'est une représentation des différents habitats qui ont été relevés lors d'une étude faune-flore de la LPO sur le site, où on voit qu'il y a déjà des habitats très différents sur l'ensemble du parc d'activités, avec quand même une zone anthropisée très importante, parce qu'on reste sur un parc d'activités en lui-même, quoi. Si on reprend l'historique de la démarche, quand a-t-elle commencé? Combien de temps pour préparer le collectif, puis ensuite lancer cette étude avec la collaboration avec la LPO? Alors, comme je le disais tout à l'heure, on a commencé dans un premier temps avec seulement l'entreprise Armor. C'était il y a 6 ans. Pour ce faire, on s'est associé avec la LPO qui proposait un outil qui nous semble très intéressant pour les entreprises, qui est le refuge LPO, parce que ça parle très bien aux directeurs des entreprises, puisqu'on fait, comme sur un projet classique, diagnostic, plan d'action, et puis derrière, résultat, qu'est-ce qu'on a obtenu et quel est le plan d'action à venir à faire. Vraiment une démarche d'amélioration continue, donc ça nous plaisait bien parce que ça parle aux industriels. Et puis, comme je disais tout à l'heure, l'association s'est créée et les entrepreneurs ont souhaité à un moment donné travailler sur cette question de la biodiversité, qui était une question qui était de plus en plus abordée dans les médias.
et qui est un enjeu stratégique au même titre que l'enjeu climatique. Et on souhaitait aussi trouver une action qui puisse permettre de construire avec des associations locales et avec les collectivités. Et clairement, cette question de la biodiversité, on trouvait que c'était un sujet, peut-être le sujet le plus intéressant pour faire ce travail de co-conception, association, collectivité, entreprise. C'est vraiment un des sujets qui s'y prête peut-être le mieux, enfin en tout cas c'est de mon point de vue. D'accord. Donc là, vous avez évoqué rapidement la présentation du site en lui-même. Évidemment, il s'inscrit dans le cadre plus vaste de continuité écologique. Un petit mot sur cette contribution Oui. en continuité? Alors en fait, pour bien comprendre, en fait, quand on a lancé ce projet qui s'appelle le projet GIT, Gestion de l'intégration territoriale et environnementale, on a voulu commencer par faire des diagnostics. Diagnostic en faisant des inventaires faune-flore, diagnostic sur notre gestion des eaux pluviales, qui est un point très important quand on parle de biodiversité, comment est gérée cette eau pluviale à la source. Et le dernier diagnostic, et c'est celui que vous voyez ici, c'est celui sur les continuités écologiques, c'est-à-dire prendre un peu de recul par rapport au parc d'activités pour voir comment il est situé dans son écosystème et pour voir s'il ne vient pas fracturer des continuités qui permettent aux animaux de se déplacer. Parce qu'on sait que les continuités aujourd'hui, c'est un enjeu stratégique à l'avenir pour les territoires. Et les parcs d'activités, de par leur surface et de par leur conception, peuvent venir fracturer ces continuités écologiques. Et du coup, il y a une vraie analyse à faire là-dessus si on veut avoir un impact positif. D'accord. Alors pour illustrer, vous avez ici repris quelques exemples et d'implication aussi du collectif. Oui, alors ça, j'adore insister dessus. C'est vraiment un projet qui est un projet collectif, en ce sens qu'on a d'une part voulu travailler en commun, collectivité, association, entreprise et riverains, et d'autre part, on voulait que l'ensemble des salariés de l'entreprise, et notamment les directeurs de chaque entreprise, s'investissent à fond, parce qu'on est convaincu que pour que le sujet soit porté, il faut aussi qu'il soit porté par les décisionnaires. Et donc là, vous voyez en représentation 3 personnes qui sont en train de planter une haie bocagère, et c'est 3 chefs d'entreprise du parc d'activité. Donc c'est eux qui prennent les pioches, les bottes et qui y vont clairement. Et ça, c'est un peu exemplaire derrière pour entraîner les salariés et les autres acteurs du territoire. On retrouve quelques images de la réflexion d'une marque qui était en limite de propriété, et puis le fameux jour où on a signé le refuge LPO. Chaque entreprise a derrière un petit panneau qui indique que l'entreprise s'engage. Et donc ça, c'est aussi important de communiquer sur le sujet pour entraîner le maximum de personnes, quoi. Peut-être un petit mot quand même sur cette restauration de mares. Oui, alors la restauration de mares, en fait, quand on a fait l'inventaire des habitats, on a découvert qu'on avait une zone humide avec une mare qui était en train de se refermer petit à petit parce qu'au milieu d'un petit fourré, sous les conseils du CPIE qui nous accompagne tout au long de... donc c'est le CPIE de Logne-Grandlieu. CPIE, Centre permanent d'initiative à l'environnement. Merci, voilà, pour les non initiés. Le CPIE nous a préconisé de réouvrir cette mare et de la réaménager en essayant de retravailler les berges pour les rendre plus douces, pour permettre à certains animaux de rentrer plus facilement et d'en sortir plus facilement, et à certains végétaux aussi de coloniser ces pentes. Et il y avait un accompagnement européen qui nous a permis d'avoir un peu de budget pour faire cette réfection de mare. D'accord. Alors, quelques autres exemples que vous avez sélectionnés également ici. Oui, alors d'autres exemples. Alors, j'ai mis l'exemple de l'installation de ruches. Je suis plutôt contre la mode de mettre des ruches dans les entreprises. Ce qui était intéressant ici, c'est que la ruche n'a pas été installée pour faire du miel, mais pour un principe assez simple, qui est de faire du bee-monitoring, c'est-à-dire de monitorer la ruche, c'est-à-dire que les abeilles vont aller collecter le pollen sur une surface importante autour du parc d'activité, et on vient analyser les pollens en recherchant des polluants qui peuvent être des herbicides, insecticides, des métaux lourds, des HAP. Et aussi, et c'est peut-être ça qui pour moi le plus intéressant, c'est qu'on vient analyser la diversité des pollens retrouvés, ce qui nous permet d'avoir une vue sur l'état écologique autour du parc d'activité. Parce que là, bien entendu, les abeilles, comme je disais tout à l'heure, ils ne vont pas s'arrêter aux limites du parc d'activité, mais vont aller bien plus loin.
Et l'intérêt de tout ça, c'est que derrière, on fait une restitution publique qui permet aussi de traiter ces questions avec les riverains et avec les collectivités, puisqu'on sort des limites du parc d'activités et ça nous permet d'avoir des actions communes avec la collectivité et notamment les agriculteurs. Alors, peut-être pour préciser, parce que ça peut paraître contre-intuitif, c'est vrai que le fait d'installer des ruches, qui peut apparaître comme une bonne idée, et qui est une très bonne idée ici, quand on a ce suivi des effets et sur la question de la pollinisation. Mais effectivement, ça peut parfois être presque contre-productif. Ils viennent en compétition avec Voilà. des pollinisateurs sauvages, et notamment les abeilles sauvages. Et j'ai mis une photo d'ailleurs d'abeilles sauvages pour venir sur ce sujet-là. Et effectivement, si on vient mettre trop de ruches avec des abeilles qui produisent du miel, on peut se retrouver avec des effets contre-productifs, quoi. Donc, bonne idée, mais à condition de bien observer le milieu et à condition que ces abeilles domestiques ne soient pas en concurrence avec des abeilles sauvages tout aussi utiles, voire plus utiles. C'est un peu comme tout pour la en fait. biodiversité. Ça peut être des bonnes idées, mais si on en fait trop, au bout d'un moment, ça sature le milieu. Voilà. Et d'où l'intérêt aussi de se faire accompagner par un certain nombre de structures, d'expériences, pour éviter parfois peut-être aussi les fausses bonnes idées. Exactement, c'est pour ça que, et moi je milite vraiment là-dessus, c'est que quand on veut traiter ces sujets-là, les structures qui sont peut-être les plus à même d'accompagner les entreprises, pour moi ce sont les associations de protection de la nature, parce que c'est là qu'est l'expertise, et elles ont l'avantage d'être très ancrées sur leur territoire et de connaître très bien le territoire sur lequel elles sont installées, quoi. Un petit mot sur le carré pour la biodiversité ? Oui, alors dans les actions de sensibilisation qu'on a pu conduire avec le CPIE, il y a cet outil qui existe, qui est le carré pour la biodiversité. On va définir sur les espaces enherbés des zones que l'on va laisser sans sauvager, qu'on ne va faucher qu'une fois par an. Et on accompagne ça d'un inventaire de la flore que l'on retrouve sur place. Et tout l'intérêt est que cet inventaire se fait avec les salariés de l'entreprise, qui leur permet de faire une petite piqûre sur les questions de connaissances écologiques du milieu. Et ça peut se faire sur plusieurs années, et on voit évoluer petit à petit avec une diversité végétale qui s'installe, qui est de plus en plus intéressante. D'où l'intérêt. Et comme ça, on arrive à prouver aux salariés, mais aussi aux chefs d'entreprise, qu'il faut laisser des zones se réensauvager. Ça a du côté très positif pour la biodiversité ordinaire locale, quoi. Et pour terminer, quelques exemples de visites, sorties, Oui. ateliers. Alors toujours, je disais tout à l'heure qu'on avait eu un volet d'action de diagnostic études, un volet d'action de gestion du milieu et un volet d'action ensuite de sensibilisation, valorisation. Et là, l'idée, c'est de démontrer que même dans des milieux très anthropisés comme les parcs d'activité, on retrouve une biodiversité ordinaire qui peut être intéressante. Et on s'est appuyé sur plusieurs outils. Un outil qui est l'exposition Belle et Rebelle Sauvage des rues, qui est aussi portée par le CPIE d'ailleurs, on revient souvent au CPIE. Ensuite, on a fait des sorties avec la LPO, une sortie ornithologique pour démontrer qu'on a des espèces d'oiseaux très intéressantes qui aiment nicher dans des zones urbanisées, je pense notamment au rouge-queue. Et puis, on avait fait fabriquer des nichoirs qui ont été, avec les familles, qui ont été installés ensuite sur le parc d'activité. L'idée derrière ça, c'était au-delà de sensibiliser sur les questions de biodiversité, c'était aussi de ramener de la vie les week-ends et le soir sur le parc d'activité, parce qu'on s'est rendu compte que ce sont des espaces qui sont complètement déserts, hors des horaires de bureau, et on avait envie de montrer aussi que ça pouvait être des lieux de vie. Et de ce point de vue-là, on a une action assez emblématique qui est de venir connecter la coulée verte qui passe dans le bourg de la commune sur laquelle on est installé, à la Chevrolière, et qui relie le lac de Grandlieu, qui est un espace naturel très particulier et vraiment extraordinaire, le bourg, des zones plus rurales gérées par des agriculteurs, et le parc d'activité, pour montrer que l'industrie et notamment ces parcs d'activité font aussi partie du territoire et qu'il ne faut pas les oublier, et qu'on a aussi la possibilité de venir se promener dedans, puisqu'on a mis des panneaux pédagogiques qui expliquent tout ça pour que les gens sachent un peu ce qui s'y passe, quoi. Voilà. Parfait, merci beaucoup Pierre. Du coup, la boucle est bouclée avec ce retour de ces sites qui deviennent aussi un lieu de visite. Vous l'avez évoqué, donc pour s'engager, un certain nombre de programmes, plutôt en termes de méthodologie. Vous avez le programme Entreprises engagées pour la nature,
de l'Office français pour la biodiversité. Et puis peut-être un peu le message clé aussi de s'entourer d'associations expertes qui peuvent venir nourrir votre démarche, ainsi que d'offreurs de services, ça a été évoqué tout à l'heure avec l'éco-pâturage. Juste peut-être préciser, parce qu'on se pose souvent la question de l'argent dans tout ça. Le projet, qui était un projet sur 3 ans, était chiffré à 135 000 euros, avec 60% payés dans le cadre d'un contrat nature, c'est-à-dire qui est porté par la région. La région nous a énormément suivis là-dessus. Et quand je parle de partenariat avec les collectivités, c'en est un. C'est que la région est à fond derrière nous, participe au comité de pilotage, nous aide aussi dans l'analyse que l'on fait de notre espace. Et puis 20% l'Europe, à travers un dispositif leader, et le reste étant les collectivités locales, donc la communauté de communes de Grandlieu, et puis le Pays de Retz, et des fonds propres de l'association. Mais comme c'est une association, bien entendu, on a, mine de rien, peu de fonds derrière tout ça, mais grâce aux collectivités, on a pu faire tout ça, et on les remercie. Merci beaucoup pour vos deux témoignages. On est vraiment ravis que la question de la biodiversité ait pu faire partie d'un atelier aujourd'hui sur Social Change. On voit aussi que sur notre territoire, on a des expériences. Je vous avoue qu'on est un petit peu allé les chercher quand même. Il y en a probablement d'autres dont on n'a pas entendu parler. On est au début d'une démarche. Donc merci à vos témoignages. Je sais que quand on envisage d'engager des actions, on est très content d'avoir des précurseurs qui donnent des idées. Donc je pense que c'est extrêmement important. Et puis donc je vais vous laisser la parole si vous avez des questions, des remarques ou des précisions à apporter. N'hésitez pas et profitez de la présence de nos intervenants. Alors pour les questions, soit vous me les donnez et je les répète au micro, soit si vous voulez parler, je dois nettoyer le micro avant, comme vous préférez. N'hésitez pas. Oui ? Je vais vous passer le micro alors. Très bien. Il va poser la question. Ouais. Sinon, vous pouvez poser la question, on va la répéter pour tout le monde. Ce sera peut-être plus simple. D'accord. Ok, donc c'était une question pour Pierre Lavoie concernant le dispositif de financement de la région. Est-ce que ça a été un dispositif, je dirais, exceptionnel ou lié à ce projet-là, ou est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel il peut y avoir d'autres candidatures ? Non, c'était pas exceptionnel. Alors, il y a plusieurs dispositifs qui existent, qui sont portés par la région dans le cadre de la stratégie régionale biodiversité, où ils ont un chapitre très important sur l'accompagnement des entreprises, qu'ils ont appelé entreprises et biodiversité. Facile à retenir. Et en fait, la particularité du contrat nature, c'est que ça se fait normalement avec des collectivités ou des associations. Ça n'a pas vocation à aller vers les entreprises. Mais comme nous, on était une association, on a pu se mettre dans ce dispositif-là. Mais il existe d'autres dispositifs pour accompagner les entreprises dans le cadre de ce dispositif entreprise et biodiversité. Vous avez, sur leur site internet, vous trouverez des choses. Et pour le coup, moi, j'ai beaucoup apprécié travailler avec la région. Ils sont très compétents dans le domaine, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions, demandes de précision ? N'hésitez pas à revenir sur des choses qui sont passées un peu vite. Oui ? Oui, du coup, je vais quand même aborder brièvement ce que je fais, parce que j'ai levé la main tout à l'heure. Donc, moi, j'interviens dans le domaine de la formation jardinage biologique. Donc, pour de la transmission, de l'accompagnement aussi de jardins collectifs et de l'aide à la création. Donc, étant dans le domaine du jardinage naturel, évidemment, je promeus au maximum la biodiversité et de laisser de la place aux sauvages. Et aussi sur la valorisation des matières organiques. Donc, que ce soit les restes de cuisine, les déchets verts du jardin, de faire en sorte d'emmener le moins possible en déchetterie, de garder, du coup, de composter, de pailler, et de conserver aussi pour faire des habitats pour la faune sauvage. Donc, voilà. Merci. Oui, ça s'appelle les potagers sémés.
les potagers essaimés, comme un essaimage. Voilà. Merci. Ouais, les potagers, on en a une expérience aussi sur le parc d'activité. C'est un bon moyen effectivement de renaturaliser un peu certains espaces. Et pour la biodiversité, c'est hyper intéressant parce que c'est aussi un bon vecteur de communication auprès des salariés. Donc ça touche vraiment à tous les domaines, biodiversité mais aussi bien-être au travail. Donc on est plutôt favorable à ces genres d'actions. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, des compléments à apporter? Oui. Merci. Je suis là en voisine parce que je travaille à Saint-Philbert-de-Grandlieu, dans le parc d'activité de Saint-Philbert-de-Grandlieu. Je voulais savoir ce qui avait convaincu les dirigeants d'entreprise de se regrouper en association et voilà, de faire cette démarche. Alors, il y a 2 questions en l'une. Qu'est-ce qui les a convaincus de se regrouper? Je pense qu'en tant que chef d'entreprise, ils se sentaient un peu seuls dans leur monde et qu'ils avaient besoin à un moment donné de se parler et de s'accompagner, de mutualiser des services, de mutualiser des compétences. Et c'est vrai qu'on a eu la chance d'être sur un parc d'activités où les entrepreneurs ont pris beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Il y a une très bonne entente entre eux. Et on a un traiteur qui est installé sur le parc d'activité et c'est toujours l'occasion de bien manger, de bien boire aussi, avec modération. Et ça joue beaucoup aussi parce qu'on aime travailler ensemble quand on prend plaisir. Voilà, donc c'est le cas. Ça, c'est la première chose. On a d'abord travaillé sur les questions de mobilité, d'énergie et arrivé sur la table la question de la biodiversité. Pour 2 choses. D'une part, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'il y avait la volonté de travailler avec des assos et des collectivités et que je me répète, mais c'est vraiment un sujet stratégique pour ça. Et la deuxième chose, c'est que moi, étant animateur de cette association, forcément, j'étais enclin à parler de ce sujet-là, étant très sensible à cette question-là. Et petit à petit, c'est venu sur la table et en montrant qu'on était capable d'aller capter aussi des subventions sur ces sujets-là, qui était, je l'ai dit, une stratégie régionale biodiversité de la région, et il y avait une vraie volonté d'aller sur cette thématique-là. Du coup, ça a tout déclenché, du moment qu'on a su qu'on pourrait être accompagné là-dessus. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. Ouais. Est-ce que vous avez encore un sujet? D'accord. Donc c'est une question pour vous sur l'Hyper-U de La Chapelle. La question, donc du coup vous avez commencé avec l'éco-pâturage. Donc on voit déjà sur un espace en pente, un deuxième espace. Est-ce que du coup ça vous amène à d'autres réflexions sur la prise en compte de la biodiversité? Bon, sur la biodiversité, nous on va être assez contraints de par notre emplacement et puis les habitations autour du magasin. Donc de toute façon, on ne pourra pas aller beaucoup plus loin que cette démarche. Après, on fait plein d'autres choses sur l'environnement, sauf si tu as des idées à me donner. Mais on parlait tout à l'heure des abeilles. Bon, apparemment, c'est pas... on fait quand même des abeilles sur le toit et je trouvais ça plutôt bien. Maintenant, tu me donneras ton retour. Voilà, donc nous aujourd'hui on fait ça. Et puis après, c'est d'autres concepts, c'est sur du contenant alimentaire recyclable, c'est des choses, c'est autre chose qui ne touche pas la biodiversité, mais bon voilà. Merci. Est-ce qu'il y a encore quelques questions pour remarques? compléter, juste pour l'éco-pâturage, parce qu'on a aussi de l'éco-pâturage, et ce qui est intéressant, c'est qu'on partage les bêtes aussi avec les autres entreprises du secteur. C'est-à-dire qu'on a créé des petits portillons entre les entreprises pour les passer d'un espace à un autre. Donc juste pour alimenter un peu la réflexion sur aussi on peut partager les bêtes avec les autres du secteur. Et après, sur les bâtiments, on peut végétaliser les bâtiments en faisant des plantes grimpantes, on peut végétaliser aussi les toitures, on peut travailler sur l'eau pluviale en essayant de la gérer à la source
C'est-à-dire qu'en déconnectant le réseau d'eau d'évacuation, on peut aussi, c'est incroyable, mais l'eau s'infiltre dans le sol très bien et c'est très bon pour le sol. Et puis on peut rajouter aussi de la végétalisation sur les parkings. On avait des zones imperméabilisées. On se disait de toute façon sur ces zones-là, rien ne pourra se faire. Et en fait, tout bêtement en mettant des bacs avec des fleurs et tout ça, ça fait revenir beaucoup de biodiversité alors qu'on a dépensé très peu d'argent, quoi. Mais après, il y a plein d'autres choses encore. Il faudrait passer du temps pour étudier le milieu. Les nichoirs à chauves-souris, nichoirs à rapaces. Si vous avez des grandes prairies autour, ils vont adorer se positionner là. Ouais. Parfait. Est-ce qu'il y a encore quelques remarques? Et Une dernière l'éclairage aussi. question. Travailler sur les éclairages. Éclairage. C'est bon? Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie encore une fois nos deux intervenants et merci à toutes et à tous. Et puis bonne finalisation de votre parcours à Social Change. Merci.